que la Guinée est en train de mettre en avant. Et cette compétence universelle-là relève de sa souveraineté. Donc, pour le moment, elle n'a pas passé la main, excusez-moi, à la CPI pour qu'elle soit obligée de manière périodique à rendre compte. Mais c'est des interprétations. Pour permettre aux autres aussi de revenir rapidement là-dessus. Oui, docteur Wasselon, on vous écoute, Abdourahmane, on vous écoute sur le processus. Avec ses je m'inscris à la suite de mon collègue Ablaye, même si on n'a pas la même approche de la question. Comme il a dit bien, suivant la forme d'adoption, ce protocole, c'est un accord, c'est un traité de forme simplifiée. Il s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la collaboration, de l'obligation de collaborer ou de coopérer entre la Guinée et la Cour pénale internationale dans le cadre de la répression des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale. Mais dans ce cadre de coopération ou de la mise en œuvre de ces exigences, il y a ce qu'on appelle la complémentarité entre la Guinée, c'est-à-dire de chaque État membre, et la Cour pénale internationale. Cette obligation de complémentarité veut dire que la Guinée joue le premier rôle. Même dans l'exercice de ce premier rôle, la Cour pénale vient au secours pour appuyer la Guinée. Lorsque la Cour pénale se rend compte que la Guinée n'est plus en mesure d'assurer cette fonction, la Cour peut reprendre la main. Mais dans le cas présent, si vous prenez en signant ce protocole d'accord, je ne vois pas de problème. C'est-à-dire l'existence de l'accord en soi n'est pas un problème, mais c'est le contenu qui cause problème. D'accord. Si vous prenez l'article 3 et l'article 4 de ce protocole, dans l'article 3, la Guinée a l'obligation d'informer le bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Et ce bureau a un droit de regard et doit aussi, comme l'a dit Ablaye, recevoir des comptes rendus de la part de la Guinée à chaque trimestre. Et même dans ce contenu encore, on va même jusqu'à dire que, je vais paraphraser juste cet article 3, la Guinée tiendra le bureau du procureur régulièrement informé des progrès accomplis dans les procédures judiciaires et le facilitera, le cas échéant, l'accès aux dossiers et aux documents relatifs aux affaires concernées, des visites, et la Guinée s'engage aussi à l'accorder des visites et des rencontres semestrielles avec les juges et toutes les parties au procès. D'accord. Imaginez, vous êtes sur un dossier, vous êtes un État, vous avez des juridictions, et ces juridictions doivent, au cours du procès, rendre compte de façon semestrielle, mais aussi donner même les dossiers, mettre ces dossiers à la disposition de la Cour pénale internationale. C'est l'article 3 qui dit ça. L'article 4 va encore plus loin, qui dit que la Cour garde la possibilité de reprendre la main. Parce que si l'article 4 dit que le procureur de la Cour pourra être amené à revoir son évaluation de la complémentarité à la lumière de l'évolution du dossier. En termes clairs, ça veut dire quoi? La Cour constate le progrès, la Cour constate que la Guinée a commencé le procès. Donc, une fois que la Guinée a commencé le procès, il accorde le bénéfice du doute. Ce bénéfice du doute l'amène à surseoir à ses démarches, mais dès que la Cour se rend compte que la Guinée n'est pas en bonne voie, la Cour peut reprendre la main. Donc ça, c'est une sorte d'atteindre à la souveraineté de la Guinée. Donc on se demande si cet accord, cet accord a été véritablement discuté, ou si c'est un accord d'adhésion, ou même, en tout cas, si les autorités qui l'ont signé ont été conseillées, je ne pense pas qu'ils soient bien conseillés. Ça voudrait simplement dire que par la signature de ce protocole d'accord, les responsables de la République de Guinée ont donné leur tête à leur propre bourreau.